Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce dimanche en politique consacré aux jeunes et la politique. Parce que pour cette élection présidentielle de 2017, ils sont 3,3 millions de jeunes à voter ou pas pour la première fois de leur vie. Après ce documentaire, Premier vote, nous allons essayer de comprendre ce qui pousse les jeunes à s'engager lorsqu'ils le font, quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qui les séduise finalement dans le discours politique actuel. Ils sont 5 ce matin à être présents sur ce plateau, 5 engagés dans les principaux partis. Et d'abord, Julia Abraham, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour le Front National. Gabriel De Walence pour En Marche, le parti d'Emmanuel Macron. Yona Echete pour les Républicains. Simon Gilman pour les Jeunes Socialistes. Bonjour. Et enfin, Romain Pelletier pour la France Insoumise, Bonjour. le parti de Jean-Luc Mélenchon. Et puis à côté de moi, Philippe Breton, bonjour, politologue, qui viendra nous éclairer au fur et à mesure de ce débat. Alors, d'abord, d'un mot, là je m'adresse aux 5 jeunes, est-ce que vous vous êtes retrouvés à un moment donné dans le documentaire? Il y a Maxence très engagé, les 2 jeunes filles qui sont passionnées de politique apparemment, mais qui se cherchent un peu. Est-ce que l'un ou l'autre, dans votre parcours, vous vous êtes dit je suis passé par ces moments-là? Julia Abraham, vous, Maxence, ça vous parle, engagé Oui, effectivement. Moi, je me suis beaucoup reconnue dans ce portrait-là parce que j'ai eu très jeune l'envie de m'engager politiquement. J'ai très jeune eu le sentiment que si l'on voulait changer les choses, ça passait obligatoirement par l'engagement politique et associatif. Et voilà, j'ai, comme lui aussi, un certain rejet des partis classiques de droite et de gauche, de leur bilan, qui me semble catastrophique, notamment en matière de politique jeunesse. Et donc, j'ai aussi, moi, eu très, très jeune, peut-être même un peu plus jeune que lui, l'envie et le besoin de m'engager politiquement du côté du Front National. Alors, j'allais dire, dans les nouveaux partis politiques, Gabriel De Walence, je me tourne vers vous, puisque vous représentez sur ce plateau En Marche, le parti d'Emmanuel Macron. Comment vous y êtes arrivé? Vous avez eu une période de doute ou la politique, ça vous tient à cœur depuis longtemps? Mais la politique me tient à cœur depuis un moment. Je suis engagé en politique depuis l'âge de 15 ans. Donc j'ai rejoint Emmanuel Macron il y a 8 mois. J'ai énormément de jeunes qui sont à mes côtés pour faire campagne. Et justement, quand je leur parle et que je leur dis « Mais pourquoi vous rejoignez Emmanuel Macron ?» Et pour la plupart, c'est des primo-engagés, des primo-votants. Ils ont toujours voté... Mais ceux qui ont voté, ils ont voté contre un projet, contre quelqu'un. Vous, avant En Marche, vous étiez où? Vous souteniez qui? J'étais à l'UMP, j'étais à France Moderne Humaniste, et Courant de Raffarin et Luc Châtel. Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a fait changer? Mais justement, c'est toutes les valeurs qu'Emmanuel Macron partage, cette idée de dépasser les clivages traditionnels, de rassemblement et faire le programme par le peuple. Parce que la politique est un système pyramidal, on va du haut vers le bas, et avec Emmanuel Macron, on va du bas vers le haut. Et justement, ça, c'est séduisant. C'est une manière différente de fonctionner. politique. Romain Pelletier, c'est ce que vous m'avez expliqué aussi chez Jean-Luc Mélenchon aussi. Il n'y a pas de... En région, par exemple, ici, il n'y a pas de chef, entre guillemets. Non, pour le coup, on est vraiment coordonnés. On fait partie de groupes d'appui, pour le coup, sans chef, et chacun prend une décision. Je me souviens par exemple qu'on avait voté pour des mesures qui sont ensuite retrouvées dans le programme. J'ai d'ailleurs un de mes amis qui avait écrit un bout de mesure qu'on peut retrouver dans l'avenir en commun et dans un des livrets thématiques. Et ça, pour vous, ça correspondait mieux, j'allais dire, à votre mentalité de jeune? Enfin, c'est plus adapté, c'est plus séduisant pour des jeunes comme vous? Pour le coup, ce qui m'a vraiment marqué ici, c'est qu'au niveau de l'engagement, tout n'était pas juste une succession d'ordres qui venaient de la part du haut, mais aussi tout un ensemble de parties du programme qui ont été concoctées par des milliers de personnes dans toute la France et qui ont ensuite été avalisées par l'ensemble des personnes avant d'être ratifiées durant notre congrès de novembre dernier. Alors il reste les 2 partis de gouvernement traditionnels, les 2 représentants qui ne se sont pas exprimés. Ça veut dire que c'est plus difficile de se justifier, de justifier son engagement. Yona, je me tourne vers vous. D'abord, moi, j'ai un parcours assez atypique parce que je suis né et grandi en Éthiopie. Je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans. Entre-temps, j'ai appris à aimer l'histoire de la France, sa langue, la langue de Molière. J'ai appris sa culture et au-dessus de tout, j'ai appris à aimer la France
Et pour moi, c'était important aussi de m'engager, de montrer aussi qu'on peut venir d'ailleurs, même si ça plaît pas à mes amis de Front National, qui m'a pris avant pour les représentants socialistes. Voilà, j'ai appris tout cela. C'était une question, je vous connaissais pas, excusez-moi. Voilà, vu ma couleur, on m'associe toujours au Parti socialiste et ça, pour moi, c'est une injustice. Et je suis là aujourd'hui, ici, pour montrer que j'aime la France et j'ai beaucoup de volonté et je me suis intégré d'ailleurs, et j'ai fini par devenir responsable des jeunes républicains de Bas-Rhin. Et du coup, vous êtes militant depuis longtemps ? Depuis 2011, parce que je partage une certaine valeur de la France et je suis fier d'être français. J'estime toujours que la France est surtout un état d'esprit, non pas une question de couleur de peau. Donc pour montrer à cette injustice, je me suis engagé auprès de l'UMP à l'époque et maintenant les Républicains. Juste pour répondre à votre question, au-delà de cette motivation que j'ai, je me suis engagé parce que j'estimais à l'époque qu'on était injuste avec Nicolas Sarkozy et son bilan était défendable, notamment en matière de la jeunesse. Donc je n'ai pas peur de défendre ce bilan-là. Et de l'autre côté, je m'attriste aussi de voir mon ami qui était à l'UMP à l'époque et qui défend maintenant l'hologramme de François Hollande. Vous pourrez peut-être le convaincre pendant cette émission. Simon Gilman, le Parti socialiste, donc auquel Jonas n'appartient pas, pourquoi vous avez fait ce choix-là? C'est un grand parti politique. On sait que souvent c'est plus difficile quand on est jeune d'y faire sa place. Pourquoi vous avez fait ce choix et quand? Alors tout d'abord, moi j'ai toujours été intéressé par la politique, par la chose publique et quand j'avais 16-17 ans, je me voyais pas m'engager dans un mouvement politique, dans un parti politique tel que le parti socialiste. Néanmoins, j'ai découvert le mouvement des jeunes socialistes qui est une particularité dans les mouvements de jeunesse en France, vu que c'est un parti qui est entièrement autonome. Il faut savoir que le mouvement des jeunes socialistes est autonome depuis 1993. C'est Michel Rocard à l'époque qui a donné cette autonomie où les jeunes dans ce mouvement peuvent choisir leur propre idéologie, peuvent choisir leurs propres dirigeants, contrairement à certains partis pyramidaux de jeunesse, je pense au FNJ par exemple, où c'est directement Marine Le Pen qui désigne. Mais au bout du compte, vous passez quand même de l'un à l'autre, parce que des élus MJS... Oui, il y en a bien sûr, et on a toujours une fidélité au Parti socialiste. J'ai dit qu'on était autonome, on n'est pas indépendant, parce qu'effectivement, on a des subventions qui viennent du Parti socialiste. Ceci dit, j'ai décidé de m'engager assez rapidement entre 2010 et 2012, justement parce qu'il y avait Nicolas Sarkozy, et puis parce que pour moi, Nicolas Sarkozy était un repoussoir ultime. J'ai des parents qui sont fonctionnaires. L'un est principal de collège, l'autre travaille dans une collectivité à Colmar, elle est éducatrice de jeunes enfants. Et il se prenait tous les jours, toutes les semaines, tous les mois des réflexions. Les fonctionnaires ne travaillent pas, les fonctionnaires prennent l'argent des salariés du privé. Enfin, toutes ces choses qui m'ont fait finalement de m'engager pour un parti, aussi le parti de Jaurès, le parti de Léon Blum et le parti de l'égalité. Philippe Breton, quand on entend ces réflexions, visiblement, le milieu dans lequel on grandit, l'environnement politique joue sur l'engagement des jeunes. C'est fréquent ? Bien sûr, c'est un déterminant majeur. L'engagement politique ne tombe pas du ciel. C'est au fond la composante c'est la convergence de trois choses. D'une part, l'empathie avec des valeurs. On voit bien qu'on ne peut pas s'engager en politique si on ne se sent pas en empathie avec des valeurs. Il y a aussi une forme d'esprit qui est bien illustrée sur ce plateau, qui est le goût pour une certaine forme de conflictualité pacifique, bien évidemment. On est en démocratie, mais le goût pour confronter des idées, s'affronter pacifiquement avec des idées. Et puis il y a peut-être un troisième facteur qui est rarement visible, mais qui à mon avis joue un rôle important, c'est le facteur généalogique. Je crois qu'un certain nombre de ceux qui s'engagent en politique ont déjà goûté de la politique dans leur milieu familial, et il y a probablement des traditions familiales d'engagement en politique, ce qui ne veut pas dire qu'un jeune s'engage forcément dans le camp de ses parents. Alors les abstentionnistes, évidemment, j'imagine qu'on n'en a pas autour de cette table. Ils sont néanmoins très importants chez les jeunes. J'imagine que tous autour de cette table, vous avez des amis, des connaissances abstentionnistes. Est-ce que vous essayez de les convaincre? J'allais dire, en tant que militant, c'est un peu votre rôle. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui, en 2017? Il y a pas mal d'études sur les abstentionnistes. Parmi les principales raisons invoquées, les jeunes mettent en avant les mensonges des politiques à plus de 70%. On est dans une période, vous le savez tous, un peu de turbulence dans cette campagne électorale. Comment on répond à un ami, à
je sais pas, même un membre de sa famille qui vous dit, mais qui a votre âge et qui vous dit j'en ai marre des mensonges des politiques. Je me tourne vers vous, Julie Abraham, parce que vous êtes vous-même déjà dans la position de l'élu. Effectivement, mais moi, ce dégoût que peuvent avoir certains jeunes qui explique aussi le fait qu'ils s'abstiennent par la suite, moi je le comprends, on peut le comprendre. On a quand même la droite et la gauche qui ont été au pouvoir, leur bilan il est catastrophique. Je rappelle que parmi les 18 à 30 ans, il y a 2 millions de pauvres à l'heure actuelle, 28% des 18 à 25 ans sont au chômage. Donc effectivement, on a l'impression voilà, qu'il n'y a pas réellement de solutions qui ont été apportées pour la jeunesse par les partis classiques et que l'avenir, il est un petit peu bouché. Moi, j'ai envie de dire à ces jeunes-là qu'il y a une alternative aux partis du système, aux partis mondialistes, que cette alternative, c'est le souverainisme, c'est Marine Le Pen qui l'incarne. D'ailleurs, s'ils sont si nombreux, les jeunes, s'ils nous mettent en tête de leurs intentions de vote, c'est peut-être justement parce que 40 ans, nous avons été à l'avant-garde des combats qui les intéressent à l'heure actuelle. Marine Le Pen, c'est elle qui rendra de l'emploi à la jeunesse, c'est elle qui nous rendra nos frontières, nos souverainetés économiques, politiques. C'est ça qu'ils veulent, les jeunes. Tout d'un coup, un jeune qui n'avait pas envie ou qui n'a plus envie, pourquoi il vous croirait tout d'un coup? Il nous croirait parce qu'on n'a jamais été au pouvoir et qu'on incarne ce renouveau. D'un côté, on n'a jamais été au pouvoir, mais d'un autre côté, on est là depuis 40 ans à leur dire, à dénoncer ce qu'ils subissent à l'heure actuelle. Et les faits nous donnent raison. On a été les premiers à alerter sur les dangers de l'immigration massive. On a été les premiers à alerter sur l'Union européenne et sur ce que ça pouvait engendrer en termes économiques et politiques pour notre pays. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de marcher. Pas que vous, beaucoup, puisque pour l'instant, on n'a pas réussi à enrayer cette abstention. Je me tourne vers votre voisin. Vous aussi, vous lourd de tâches, puisque vous avez rappelé tout à l'heure que vous êtes un soutien de François Fillon dans la région. Évidemment, on parle des affaires de François Fillon. Qu'est-ce que vous dites à un jeune qui vous dit, mais ils nous mentent tous, et il vous prend l'exemple de votre candidat? Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui pour qu'il aille voter le 23 avril? Moi, personnellement, je pense qu'il y a déjà, pour répondre sur l'abstentionnisme, il y a beaucoup d'abstentionnistes ici en France parce qu'on ne se rend pas compte, en tout cas les jeunes ne se rendent pas compte, la chance qu'ils ont de vivre dans une démocratie, de pouvoir s'exprimer. Mais ici, dans ce plateau, on est nombreux à penser différemment, mais on est là et je salue d'ailleurs l'engagement de chacun et je les invite de faire de même. Quand on est jeune, je sais qu'on a envie de renverser la table et de changer des choses. Je comprends cela. Je comprends que les jeunes ne font plus confiance aux politiques, mais après, je reviens toujours, cette question, je me la pose à moi, pourquoi je me suis engagé aujourd'hui et je me rappelle toujours pourquoi. Et moi, je ne m'engage pas auprès d'une personne, je m'engage pour des valeurs et j'essaie de faire en sorte que ces valeurs-là soient défendues. Donc, si je vous entends bien, finalement, ce matin, vous nous dites l'essentiel, c'est d'aller voter parce qu'on a cette chance en France de pouvoir aller voter. C'est presque ça ce que vous nous dites ce matin. En partie. Et puis surtout, en votant, je crois encore, on peut changer des choses. Moi, j'ai choisi le camp de l'espoir et non pas le camp de désespoir, comme mon ami... Attendez, l'espoir avec Fillon qui incarne tout ce qu'il y a de vieux et de démodé dans la politique, les mensonges, la casse sociale... Non, justement, Marine Le Pen, c'est un renouveau. C'est pour ça aussi, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on est premier dans les intentions de vote des 18-25 ans, parce qu'on incarne un espoir, un réel espoir que vous n'incarnez plus. Vous incarnez la droite et la gauche. Vous n'incarnez pas un espoir, vous incarnez un désespoir. Moi, en tant que jeune, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller faire mes études. C'est précisément pour ce genre de querelle que les gens ne vont plus voter. Honnêtement, si vous me laissez terminer, honnêtement, nos grands-parents ont connu la guerre, nos parents ont construit l'Europe. C'est pas pour détruire l'Europe aujourd'hui, nous, cette génération. Et il faut qu'on porte cet espoir-là et ce message-là. Il n'est pas question de détruire l'Europe, il est question de sortir de l'Union européenne, c'est totalement différent. Avant de sortir de l'euro, tu sais que selon... Vous êtes un certain nombre aussi à vouloir sortir et de l'Europe et de l'euro. Vous disiez, c'est pour ça que vous représentez, je le rappelle, la France Insoumise, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, oui. Vous pensez que vous êtes une alternative quand on dit que les jeunes ne font plus confiance aux politiques parce qu'ils leur mentent? Vous avez l'impression que vous proposez une alternative? Oui, ce que nous proposons comme alternative, c'est nous-mêmes, à vrai dire. Par exemple, on se propose d'instaurer dans la Constitution le référendum révocatoire qui permet, si suffisamment de gens le demandent, de révoquer un maire, un député ou le président. On fait un référendum et il dégage. Là, nous affirmons que la solution, c'est le peuple. Vous dire aussi vous, en tant que personne, Romain Pelletier, ici présent? Les citoyens en général, on part du principe que le vote, c'est la solution.
que nous-mêmes, si nous ne croyons pas en les politiques, nous sommes tout à fait capables de prendre des décisions. Et pour cela, il faut qu'on récupère le pouvoir, qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait plus ces manœuvres de contournement démocratique, comme le 49.3 par exemple. Nous proposons d'instaurer une nouvelle règle du jeu avec la 6e République, et ce sera des citoyens qui l'écriront. Une part tirée une sort, une part de personnes n'ayant jamais été élues auparavant, pour refaire la règle du jeu dans sa totalité et redonner le pouvoir aux citoyens. Mais votre chef de file, Jean-Luc Mélenchon, il a une longue carrière aussi derrière lui. Donc est-ce que quand vous parlez de jeunes de renouvellement, c'est-à-dire c'est tout ce qu'il y a autour sauf lui, ou c'est lui qui va gérer tout ce qu'il y a autour ? Eh bien, pour le coup, il se propose, une fois que la nouvelle constitution aura été rédigée, de démissionner purement et simplement. De toute manière, je vois mal quelqu'un qui n'a pas une grande carrière politique derrière lui s'inscrire en politique. Bon, il y a Emmanuel Macron, mais c'est à grand renfort tout de même de une dans les médias et les journaux en général. Son représentant va quand même avoir la parole aussi. Comment vous vendez, vous, le vote du 23 avril? Vous mettez en avant votre candidat, vous mettez en avant ce que disait Jonas, c'est on a la chance d'être en démocratie, il faut aller voter. Comment vous faites pour convaincre? Mais justement, à la différence des autres candidats, c'est qu'on a été à la rencontre des Français, on n'a pas été leur vendre un programme, on n'a pas été leur vendre une personnalité politique, on a été leur demander ce qui n'allait pas en France. Et il y a des Emmanuel Macron, ceci dit. Non, mais vous n'avez rien inventé parce que municipal avec Fabien Keller, nous ici, nous avons fait 25 000 porte-à-porte. Vous, au niveau national, vous en avez fait combien? Nous, c'est une porte-à-porte en métropole et aussi dans les dom-toms. Donc on a été à la rencontre des Français, on a demandé ce qui n'allait pas, ce qui allait en France. Et du coup, il y a un constat qui est assez surprenant, c'est que la France est un pays qui est sclérosé par les blocages, qu'ils soient économiques, géographiques ou même politiques, des personnes qui s'attribuent des privilèges. C'est quoi un blocage géographique, par exemple? C'est le problème entre les zones rurales et les zones urbaines. Donc, par exemple, vous parlez de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, on souhaite l'exonérer de 80%. Et c'est une inégalité sociale, mais aussi géographique. Vous croyez que vous allez convaincre un jeune de 18 ans d'aller voter en lui parlant de la taxe d'habitation? Non, du tout. Moi, ce qui se passe, c'est que quand je vais à la rencontre des jeunes, on fait pas mal d'actions de terrain dans tout ce qui est les quartiers, dans tout ce qui est zones rurales, donc dans les petits villages de campagne, dans le Haut-Rhin. Donc on va à la rencontre des jeunes et on leur demande ce qui ne va pas. Mais au final, pour eux, c'est un système qui est à bout de souffle. La politique est un système qui est à bout de souffle. Ce que dit d'ailleurs une des jeunes filles du documentaire. J'ai 21 ans et quand je me suis engagé en politique à l'âge de 15 ans, les têtes que je vois aujourd'hui, c'est les mêmes qu'hier. Et ça dure depuis un bon nombre d'années. Donc pour vous, c'est ça, c'est changer les têtes. Simon Gilman, vous ne proposez pas vraiment de changement de tête. C'est difficile aujourd'hui, j'imagine, pour un jeune socialiste. Cette campagne, elle est particulièrement compliquée. Elle peut être compliquée, mais je vais quand même répondre à la question sur l'abstention. Le problème dans ce pays, c'est que on a une démocratie qui est intermittente. La démocratie intermittente, ça veut dire qu'on vote en fait tous les 5 ans et que finalement après il n'y a plus rien. Donc on attend et on élit un président ou une présidente de la République et après tout est incarné dans un même génie, dans le génie d'une personne pour l'avenir de la nation. Là c'est plus possible. J'ai un candidat, Benoît Hamon, qui propose par exemple le 49.3 citoyen. Qu'est-ce que c'est? Le 49.3 citoyen, c'est l'idée que 1% du corps électoral puisse par une pétition, soumettre un projet de loi à l'Assemblée nationale ou encore contester un projet de loi et du coup, si ce projet de loi est contesté, il peut aller vers un référendum, qu'il soit local ou encore national. C'est aussi réinventer la démocratie qui permettra aux jeunes finalement d'aller plus vers les élections et pouvoir voter finalement. Ensuite, juste à Simon que François Hollande et M. Valls ont utilisé à plusieurs reprises alors que Nicolas Sarkozy n'a même pas utilisé une fois. Donc moi, ça me fait un peu sourire de voir proposer un 49.3 citoyen. Vous ne l'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir parce que vous êtes redevable de bilan et de ce qui a été fait de François Hollande. Parce que Sarkozy a contredit un référendum tout de même, si je peux juste répondre à Jonas, c'est pour ça, et moi je l'ai combattu le 49.3, j'étais dans la rue contre la loi travail. Et donc, pourquoi ne pas imaginer une nouvelle forme de démocratie? La démocratie en France, la 5e République, elle ne fonctionne pas. Moi, je crois pas en l'homme providentiel. Benoît Hamon ne croit pas en l'homme providentiel. C'est pas possible. La démocratie, c'est quelque chose de collectif. C'est pas quelque chose d'individuel. On a vu ce que ça donne. Effectivement, on a eu François Hollande. Effectivement, on a eu Nicolas Sarkozy. On a même eu Jacques Chirac. Et on a vu que finalement, ça n'a pas marché parce que tout est complètement intégré dans ce soi-disant génie de la nation. On aura peut-être Marine Le Pen, ce sera encore pire parce qu'il n'y a pas de génie dedans, mais pourtant elle aura tous les pouvoirs. Philippe Breton, finalement, quand on les entend là, j'ai envie de dire, c'est les mêmes arguments que d'habitude. Hein.
On parle taxe d'habitation, 49.3. Là, on les laisse tous comme ils sont, on leur met 20 ans de plus et finalement, le débat est le même. Oui, il faudrait voir dans les programmes ce qui s'adresse spécifiquement à la jeunesse. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de choses. C'est pas ce qu'ils nous disent. Bien évidemment. Mais en même temps, on voit au fil du débat que les jeunes qui font de la politique, qui sont engagés en politique, ont une responsabilité assez importante dans, notamment ces élections présidentielles, la responsabilité de faire revenir dans le jeu démocratique ceux qui s'abstiennent. Je rappelle, la dernière enquête dit que 57% des jeunes de 18-25 ans ne se déplaceront pas pour aller voter. Donc c'est un immense chantier pour la démocratie. Alors, il faut rester optimiste. La plupart des jeunes s'engagent. La moitié des jeunes sont engagés dans un mouvement collectif, souvent sportif, mais associatif, etc. Donc ça ne correspond pas à cet abstentionnisme, à un repli des jeunes sur eux, mais plutôt à une insatisfaction. Alors il y a un chantier. Alors pour l'instant, sans rentrer dans le débat politique, ceux qui vont chercher les abstentionnistes le plus précisément, c'est ceux qui se présentent comme un renouveau. On voit bien que En Marche d'Emmanuel Macron et le Front National de Marine Le Pen sont ceux qui actuellement vont le mieux chercher dans le réservoir des abstentionnistes. On peut se poser la question de savoir ce que les partis traditionnels ont à offrir et leur participation à ramener dans le jeu démocratique les jeunes qui ne votent pas. On va aller voir, il y a une question qui est régulièrement remise en cause dans les campagnes électorales, c'est le vote à 16 ans avec parfois son corollaire de la majorité pénale à 16 ans. On est allé demander à des gens à Mulhouse, vous l'allez voir, c'est loin d'être tranché, regardez. Je me verrais pas voter parce que je m'intéresse pas assez à la politique, je trouve que il y a pas assez d'informations pour les jeunes, je pense. Oui, je suis pour. Pourquoi ? Il y a plus de voix. Il y aura plus de voix. Et puis, à 16 ans, il y a déjà des adultes. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sont émancipés à 16 ans, donc il y a déjà des gens qui savent vivre seuls et tout. Donc, et puis, il y a aussi des gens qui travaillent déjà à 16 ans, donc je vois pas pourquoi on ne pourrait pas voter. Moi, je suis pour parce que le vote, c'est important, parce que ceux qui sont vraiment engagés dans la politique, ils doivent donner aussi leur opinion politique. Les choses politiques, c'est pas pour nous, quoi. On s'intéresse pas trop à ça, quoi. Je suis plutôt contre. Je pense qu'il faut une certaine maturité et surtout une certaine connaissance de la vie politique à travers la connaissance de l'histoire. Et les jeunes maintenant sont plus avancés, plus évolués, donc leur point de vue peut être très important aussi. Surtout que dans la nouvelle société, maintenant les jeunes peuvent prendre position. On le voit de plus en plus d'ailleurs. Au niveau des universités, tout ça, les jeunes commencent à être beaucoup plus impliqués. Donc c'est, je pense, une bonne chose. Alors ce vote à 16 ans a été aussi notre question Facebook et vous avez été nombreux à y répondre. Et certains d'entre vous, Bernard Romero par exemple, propose qu'on oblige les jeunes à voter. Si on oblige les jeunes, ça veut dire tout le monde. Est-ce que ça pourrait être une solution pour lutter contre l'abstentionnisme ? Alors, si je peux me permettre, avec Jean-Luc Mélenchon, nous proposons dans le programme L'Avenir en commun d'instaurer le vote à 16 ans pour les jeunes, en plus de faire du vote un devoir, étant donné que c'est le seul devoir que l'on a dans ce pays, c'est d'aller voter pour choisir nos représentants qui vont ensuite dessiner de nos lois. Donc c'est ce que nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon. Quand vous dites un devoir, c'est déjà un devoir, mais est-ce que vous voulez en faire une obligation ? C'est encore pas très bien défini, mais je pense que ça sera une obligation, étant donné que c'est quelque chose qui est primordial et de toute manière, on parle souvent des abstentionnistes, mais la meilleure manière déjà de ramener les gens qui ne veulent plus voter dans le camp de ceux qui votent, c'est de proposer des solutions qui soient différentes de celles qu'on proposait juste là, des solutions avec des personnes qui ne sont pas corrompues par exemple. Avec nous, toute personne qui aura été accusé pour corruption sera inéligible à vie, par exemple. Et donc, en ayant de meilleurs représentants... Il y en a beaucoup qui ont dit ce genre de choses. Hein. Et si vous me permettez, j'aimerais bien savoir quand même si on a le droit de vote à 16 ans, est-ce qu'on peut être pénalement responsable à 16 ans ce que propose d'ailleurs François Fillon, et j'aimerais bien que tu m'éclaircisses là-dessus, parce que je suis bien d'accord, si on donne les droits, il faut aussi qu'il y ait un devoir. Je ne vais pas me dire que... Eh bien, pour le coup, on cherche à renforcer la responsabilité des citoyens. C'est vrai que ça peut être une forme de responsabilité que de les envoyer en prison un peu plus tôt, mais gageons qu'il y a peut-être de meilleures solutions que ça.
Si vous permettez, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est obligatoire en fait. Je pense que le chantier, ça va pas être de rendre un vote obligatoire et de forcer des jeunes à aller voter de manière contrainte et forcée. Le vrai chantier pour les partis du système, c'est déjà d'avouer, rien que l'aveu de leur échec, ce sera une preuve d'honnêteté vis-à-vis de cette jeunesse qui n'y croit plus. Et d'autre part, ça va être pour l'alternative que Marine Le Pen incarne, d'expliquer à ces jeunes-là qu'ils ont encore des raisons d'y croire. Il y a un espoir. Cet espoir, il est patriotique, il est souverainiste, il va se faire dans une Europe des nations. Il y a une autre voie qui est possible. Le vote à 16 ans, vous seriez pour ? Mais écoutez, moi je suis pour l'engagement des jeunes en général. Je suis pour que les jeunes. Vous seriez allé voter. Moi je serais allé voter, tout à fait. Mais je pense pas que la solution ce soit de contraindre les jeunes à aller voter. La solution c'est de les intéresser de nouveau au débat public et pour ça leur proposer des solutions qui soient adaptées à ce qu'ils attendent. Et surtout leur laisser aussi une chance parce que par exemple dans mon parti, dans la première circonscription, il y a Elsa Schalk qui est jeune, qui a été investie par mon parti. Donc mon parti laisse vraiment la chance, il donne la chance, contrairement à d'autres partis. Les femmes ne sont pas si nombreuses que ça chez les LR. Hein. Pour le coup, à la France Insoumise... Moi aussi, j'ai été investie et élue. Ça, c'est le rôle de... Par défaut, excusez-moi. À la France Vous pouvez Insoumise, répéter ça j'ai été investie par défaut. Pourquoi ? Parce que je suis une femme ? Non, ça n'a rien à voir. Parce que vous n'avez pas assez de militants. Chez nous, on est assez nombreux. Mais on est le premier mouvement jeune de France. D'ailleurs, attendez, à ce sujet, j'ai une question. Les Républicains, ils préfèrent... Il y a des amendes qu'investir des femmes. Et j'ai une question. Les femmes, c'est 30% de l'Assemblée nationale alors qu'elles représentent 53% du corps électoral. Et chez nous, c'est la moitié des candidats. En parlant des jeunes avec Fillon, est-ce que je peux juste vous demander de revenir sur ce tract qu'on a vu passer sur Internet, des jeunes avec Fillon qui appellent au retrait de la candidature de François Fillon ? Parce que ça me semblait assez drôle. Je peux vous demander votre avis là-dessus ? Vous trouvez ça logique ? Mais écoutez, il y avait un moment de doute, et je comprends d'ailleurs l'avis de tout le monde. Il y avait un moment de doute. Aujourd'hui, François Fillon, c'est le seul candidat, et on est en train de défendre François Fillon. D'un mot aussi, sur le vote à 16 ans. Oui, non, sur le vote à 16 ans, étrangement, je vais être assez d'accord avec Julia Abraham. Moi, je suis pas pour les obligations de vote. Je trouve que c'est, si on a envie de voter, il faut que le personnel politique, mais aussi les associations dans l'éducation nationale, appellent les jeunes à voter. Concernant le vote à 16 ans, pour moi, c'est un gadget. On peut le faire. Oui, c'est très bien, mais je vois pas en quoi le vote à 18 ans serait un mal actuellement. Et Philippe Breton, le vote à 16 ans, comme le disait Simon Gilman, gadget ou pas ? C'est une question qui se discute, effectivement. Quand les femmes n'avaient pas le droit de vote, on disait elles ne sauraient pas voter. Bon, argument. Quand le vote était à 21 ans, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on disait en dessous de 21 ans, on ne peut pas voter parce qu'on n'est pas mature. Mais c'est parce qu'ils ont abaissé la majorité. Mais c'est précisément de ça qu'il s'agit. Moi, je crois que c'est une question qui peut se discuter. Il y aurait, à mon sens, c'est un avis très personnel, une condition pour que le vote à 16 ans soit un vote rationnel, que les jeunes soient en position d'avoir un vote qui soit bien éclairé, c'est que le système éducatif, le système scolaire prenne mieux en compte cette question, forme plus des citoyens, leur donne plus la parole, les forme plus. Il ne s'agit pas de faire de la politique à l'école, mais il s'agit de réorienter un petit peu le système. C'est ce qui est sorti aussi dans le micro-trottoir qu'on n'a pas forcément gardé. Beaucoup ont dit on ne s'y connaît pas suffisamment, donc ça veut dire aussi qu'il y a un déficit de connaissances politiques. C'est le rôle de la famille, c'est aussi le rôle de l'école. Merci en tous les cas à tous d'être venus en ce dimanche matin, tous jeunes militants. Je suis convaincue qu'on vous retrouvera très bientôt sur ce plateau ou ailleurs. Encore 5 semaines de campagne, 5 semaines qui vont être passionnantes pour vous tous, j'imagine, et pour nous, journalistes. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'information en Alsace avec Karine Gélébar. Très bon dimanche ensoleillé à tous.